Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Diana Douvet est née en 1988 en Moldavie. À l'âge de 13 ans, elle a émigré aux États-Unis d'Amérique pour retrouver sa mère, Lena. Cette dernière s'y était installée plus tôt et avait épousé un Américain, puis elle a aidé sa fille à s'installer à Vero Beach, en Floride. À l'époque, la jeune Diana ne parlait même pas anglais. Mais elle a immédiatement commencé les cours dans une école américaine. Elle a appris la langue facilement. Au bout de quelques mois seulement, elle parlait déjà couramment. Et au bout de quelques années, il était impossible de la distinguer des autres Américains. Diana s'entendait bien avec son beau-père Bill Andrews, qui était comme un deuxième père pour elle. La jeune fille n'avait pas non plus de problème avec ses amis. Elle s'entendait facilement avec les gens. Elle était sociable et amicale. Ainsi, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Diana n'a eu aucun mal à décider sur son avenir. Elle savait qu'elle voulait consacrer sa vie à aider les gens. Elle s'est alors inscrite à la faculté de médecine et en 2011, elle a obtenu un diplôme d'infirmière. Elle n'a eu aucun mal à trouver un emploi. Elle travaillait dans le service d'oncologie du centre médical de Sebastian River. Elle était très appréciée au travail. Les patients la remerciaient pour les soins qu'elle leur prodiguait et l'attention qu'elle leur portait. En 2012, dans un bar local, Diana avait rencontré Mike Jones, âgé de 30 ans. Au départ, ils n'étaient que des amis, mais peu à peu, leur relation avait glissé vers quelque chose de plus intime. Mike s'était montré très attentionné, plein d'intérêt et de sympathie. Diana, elle, s'était laissée approcher, acceptant ses avances. On ne savait pas grand-chose de Mike. Il travaillait dans une banque, au département de gestion des actifs, et avait obtenu son diplôme de droit à l'université de Miami. Toujours poli, toujours bien habillé, soigné, et issu d'une famille convenable, tout semblait en ordre. Aux yeux de tous, il avait le profil parfait, et pour Diana, cela avait l'air d'un bon départ pour fonder une famille, pour construire une vie. Alors, quelques mois seulement après leur rencontre, Diana avait emménagé dans l'appartement de Mike, à sa demande. Le couple paraissait heureux, fusionnel. Ils ne se quittaient presque jamais. Mais cette proximité allait bientôt se transformer en enfermement. Peu à peu, la relation s'est fissurée. Les amis de Diana ont commencé à remarquer des signes inquiétants. Elle semblait agitée. Quand elle les voyait, elle donnait parfois l'impression de se cacher. Comme si elle craignait que Mike la surprenne, qu'il la voie avec eux, ou même simplement dans sa voiture. Cela paraissait étrange, et pourtant, Diana restait muette sur ses inquiétudes. Elle ne donnait aucune explication. Ses proches ont vite compris qu'il y avait un problème. Apparemment, Mike ne lui laissait même plus la liberté de communiquer librement avec ses amis. Peu de temps avant les événements tragiques, Diana avait eu un violent conflit avec Mike.
Le 30 avril 2014, un voisin de Mike avait composé le numéro d'urgence. Depuis près d'une heure, il entendait des cris. Mike et Diana se disputaient bruyamment dans leur maison. Mike criait si fort que le voisin avait fini par craindre que tout cela ne dégénère en violence physique. Alors, il avait demandé à la police d'intervenir. Lorsque les agents sont arrivés sur place, ils ont frappé à la porte. Mike a ouvert, affichant un calme étrange, et leur a expliqué que le vacarme n'était rien d'autre que des rapports sexuels brutaux que sa petite amie voulait essayer. Mais la scène derrière lui contredisait ses paroles. Diana était restée figée, debout dans son pyjama, les yeux baissés. Elle semblait terrorisée, en larmes, une détresse que les policiers ont immédiatement remarquée. L'excuse de Mike sonnait creux, impossible à croire. Pourtant, face à lui, Diana n'a rien dit. Elle a simplement confirmé aux agents que tout allait bien. Mais au moment de clore la conversation, elle a eu un geste révélateur. Elle leur a demandé d'attendre. Puis, sous les yeux de Mike, elle a rassemblé ses affaires, lui a dit au revoir. Et elle est partie avec les policiers, direction le commissariat. Diana a confié plus tard à une amie que son petit ami n'avait pas seulement crié sur elle. Pendant plusieurs heures, il avait tenté de la forcer à des rapports sexuels avec des pratiques qu'elle jugeait horribles. Et quand il avait compris que cela ne fonctionnerait pas, il l'avait saisie à la gorge et avait commencé à l'étrangler. Terrifiée, elle avait cru qu'il allait la tuer. Ce n'est que grâce au voisin qui avait composé le 911 qu'elle avait eu la vie sauve. Pourtant, malgré le danger évident de la situation, elle n'a jamais livré tous ces détails à la police. Elle pensait que la relation était terminée, qu'il ne reviendrait plus l'importuner. Elle croyait qu'elle n'avait plus à s'inquiéter. Les policiers l'avaient pourtant suppliée de porter plainte, pour sa propre sécurité. Mais Diana avait refusé. Elle ne voulait pas détruire la vie de Mike. Alors, elle avait emménagé chez sa mère, essayant de s'éloigner de lui. Cependant, Mike a continué à la harceler, à lui envoyer des SMS et à exiger de la rencontrer comme si rien ne s'était passé. Le jeudi 19 juin 2014, Diana est sortie avec des amis, mais les a quittés pour rencontrer Mike. Ses amis l'ont vue pour la dernière fois lorsqu'elle a quitté le bar avec lui à 1h30 du matin le 20 juin. Diana a envoyé un SMS à sa mère à 1h45 pour lui dire qu'elle ne rentrerait pas à la maison. C'était la dernière fois que l'on a entendu parler d'elle. Par la suite, elle a cessé de communiquer avec sa famille et ses amis. La famille et les amis de Diana savaient que sa relation avec son ex-petite amie avait toujours été compliquée. Pourtant, ce 19 juin, plusieurs témoins affirmaient les avoir vus passer un bon moment. Ils semblaient réconciliés. Mais après sa disparition, certains se sont souvenus qu'à un moment de la soirée, Diana paraissait bouleversée. Elle avait d'ailleurs confié à sa mère qu'elle se trouvait avec Mike. En sachant cela, elle s'est immédiatement inquiétée lorsque sa fille ne l'a pas contactée et n'a pas non plus répondu aux appels. La tête de sa mère était pleine de terribles suppositions sur ce qui pourrait arriver. Diana n'étant pas rentrée. Lena a alors appelé la police dans la soirée du 20 juin et a fait part de ses inquiétudes aux policiers. Les policiers ont pris sa déposition et sont intervenus le 21 juin. Ils ont tout d'abord essayé de localiser le téléphone de Diana, mais cela n'a servi à rien, il était éteint. Ils se sont donc dirigés vers l'appartement de Mike, la dernière personne connue à avoir été avec elle. Pourtant,
Personne n'a ouvert. Mike n'était pas là. Parallèlement, ils ont interrogé tous les témoins, des amis de Diana, qui se trouvaient également dans le bar ce soir-là, mais ceux-ci ont donné aux enquêteurs des informations assez contradictoires. Ils avaient plusieurs versions différentes sur la façon dont les événements de cette nuit-là s'étaient déroulés. Le même jour, la police a obtenu un mandat pour perquisitionner l'appartement de Mike. Mais avant d'intervenir, ils ont dû retourner au poste et remplir toute la paperasse nécessaire. Lorsqu'ils sont revenus sur les lieux, ils ont découvert la mère de Diana, Elena Andrews, et son beau-père, assis dans leur voiture devant le complexe. Elena était en larmes, dévastée, prête à défoncer la porte de l'appartement, persuadée que sa fille se trouvait derrière ses murs. Plus les heures passaient sans nouvelles, plus son angoisse se transformait en certitude. Mike avait quelque chose à voir avec la disparition de Diana. Interrogée, Elena a expliqué qu'à 1h45 du matin, elle avait reçu un dernier message de sa fille. « Je ne viendrai pas passer la nuit. » Un détail capital. Le message était écrit en russe, la langue qu'elle utilisait toujours avec Diana. Or, Mike ne parlait pas un mot de russe. Il n'aurait jamais pu l'envoyer. Après la disparition, Elena avait tenté d'appeler Mike. Il lui avait répondu, l'assurant que Diana était avec lui et qu'elle allait bien. Mais chaque tentative pour le voir en face échouait. Mike trouvait toujours une excuse. « Elle dormait, disait-il, et lui, il n'était pas à la maison. » Ces paroles semblaient enjouées. Mais Elena n'y a pas cru. Elle a demandé à sa fille de la rappeler dès que Mike rentrerait, parce qu'elle était très inquiète et voulait avoir de ses nouvelles. Mais au lieu de ça, Mike a, lui aussi, cessé de répondre. Il ne décrochait plus. C'est alors qu'Elena a commencé à soupçonner le pire. Elle était convaincue que Mike avait quelque chose à voir avec la disparition de sa fille. Désespérée, elle a supplié les policiers de l'aider. Et eux lui ont promis qu'ils retrouveraient Diana, d'une manière ou d'une autre. Les enquêteurs ont également obtenu des photos prises par l'une des amies de Diana lors de cette soirée. Sur ces clichés, le cou de la jeune femme présentait des marques nettes de strangulation. Après leur dispute entendue par un voisin, une amie avait tenté de persuader Diana de porter plainte contre Mike. Une autre avait insisté, elle aussi, mais elle avait refusé. Elle n'avait pas voulu témoigner contre lui. Elle s'était contentée de demander de l'aide pour ramasser ses affaires, persuadée que leur relation était terminée. Après cela, elle avait emménagé chez ses parents, sans jamais leur parler de l'agression. Sa mère n'avait aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Elle croyait à un simple désaccord. Pourtant, au fond d'elle, Elena soupçonnait déjà Mike. Et elle avait raison. Car Mike n'avait jamais lâché prise. Le harcèlement avait commencé. Diana recevait encore ses messages. Il écrivait, insistait, comme s'il refusait d'admettre que leur histoire était bel et bien finie. 48 heures seulement après la disparition de Diana, des policiers sont entrés dans l'appartement de son ex-petite amie, munis d'un mandat de perquisition. Tous espéraient la retrouver là. Mais ils n'ont trouvé aucune de ses affaires, aucun indice sur l'endroit où la chercher. La suite logique était claire. Retrouver Mike. Selon des témoins, il s'était présenté au travail 12 heures seulement après que Diana ait cessé tout contact. Il a ensuite retiré 2500 $ en liquide de son compte et a déclaré qu'il se sentait malade et qu'il serait absent pendant quelques jours. Il n'y avait aucun moyen de le localiser. Personne ne savait où il se trouvait. Il semblait que Mike était en fuite.
ce qui signifiait qu'il avait quelque chose à cacher. Et ce type est devenu le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Diana. La police s'est plongée dans son passé et c'est là qu'une découverte glaçante est tombée. Son nom figurait déjà dans les dossiers criminels. Avant même de s'installer à Vero Beach, il avait été condamné pour harcèlement aggravé envers une ex-petite amie. Les enquêteurs ont examiné le dossier. En 2012, quand il vivait près de Fort Lauderdale, son ex-compagne avait contacté la police. Elle a dit aux policiers, malgré leur rupture, Mike la menaçait de se suicider. Et quand ce chantage n'avait pas fonctionné, il s'en était pris directement à elle. Mike avait sorti une arme à feu pour tenter de la maîtriser. Mais la jeune femme avait réussi à s'échapper et à appeler la police. Elle avait porté plainte et Mike avait été arrêté. Face aux enquêteurs, il avait coopéré et plaidé coupable de harcèlement aggravé et de menaces de mort. Le verdict était tombé, 5 ans de prison avec sursis. Mais ce casier n'avait rien changé. Condamné, surveillé, il n'avait jamais modifié son comportement. Pour les parents de Diana, apprendre l'existence de ce passé judiciaire fut un choc brutal. Ils ignoraient totalement que leur fille s'était liée à un homme dangereux, un criminel, un meurtrier potentiel. De leur côté, les enquêteurs resserraient l'étau. Tout leur travail se concentrait désormais sur Mike. Il était clair qu'il en savait bien plus que ce qu'il avait laissé entendre au téléphone à la mère de Diana. Mais impossible de le joindre, plus aucun contact. Alors, les policiers ont élargi leur traque. Ils ont lancé une analyse massive des signaux de communication de Mike. Ces véhicules, ainsi que celui de Diana, ont été ajoutés à la liste des recherches. Rapidement, les antennes relais ont révélé une piste. Le dernier signal du téléphone de Mike avait été enregistré à 25 minutes de Vero Beach, dans la région de Fort Pierce. Des patrouilles ont été immédiatement envoyées sur place. 2 véhicules étaient désormais au cœur de toutes les attentions, la Honda dorée de Mike et la Nissan noire de Diana. La voiture du suspect a été retrouvée sur le parking de l'hôtel Hampton Inn. Les enquêteurs ont rapidement appris que Mike s'y était installé à peine 24 heures après la disparition de Diana. Tout avait été calculé. Il avait payé en espèces pour 2 nuits, exigé que personne ne sache qu'il séjournait là, interdit le transfert des appels téléphoniques vers sa chambre et avait complètement éteint son téléphone. Les policiers espéraient encore retrouver Diana vivante, enfermée avec son ravisseur dans cette chambre d'hôtel. Avec l'accord de la réception, ils se sont procuré une clé d'accès. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, Mike a été pris de court. Surpris, il a immédiatement déclaré qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait son ex-petite amie. Les agents ont insisté, exigeant qu'il livre ce qu'il savait. Mais il a continué à nier, implacable. Il a été arrêté. Même lors de son interrogatoire, il n'a rien laissé échapper. Pas un mot, pas un indice. Puis, une découverte inquiétante est venue compliquer l'enquête. Pendant sa cavale, il avait utilisé un téléphone jetable, quasiment intraçable. Pourtant, les policiers ont réussi à remonter la piste. L'appareil avait été acheté dans un magasin Walmart. Ils ont alors demandé les images de vidéosurveillance et les ont scrutées, espérant y trouver la moindre faille, le moindre indice. Malgré la mauvaise qualité des images, ils ont pu repérer un véhicule qui ressemblait à celui de Diana. Ces images ont été prises peu de temps avant que la jeune fille ne soit portée disparue. Elles montrent Mike sortant du véhicule
achetant quelque chose dans un magasin, puis repartant sans que Diana n'apparaisse. Ces images n'ont donné aucun indice à la police, mais l'ont incité à analyser les appels téléphoniques de manière plus approfondie. Il s'est avéré que Mike utilisait aussi parfois son téléphone principal, qu'il allumait brièvement et qu'il éteignait ensuite. L'un des pings a été capté dans la région de Melbourne, à environ 1 heure de route de l'endroit où se cachait le fugitif. Prévenus, les policiers de Melbourne se sont immédiatement lancés dans les recherches. Leur cible, le véhicule de Diana, et leurs efforts ont payé. À peine une demi-heure plus tard, la voiture de la jeune femme a été retrouvée, abandonnée sur le parking d'un centre commercial, le Florida Publix. Quand la nouvelle est parvenue aux enquêteurs, ils se sont précipités sur les lieux, conscients que la vérité n'était peut-être plus très loin. En juin 2014, 3 jours seulement après la disparition de Diana, l'affaire a basculé. Sur le parking du Florida Publix, les agents de police ont découvert son corps dans sa propre voiture. Le cadavre était dissimulé dans le coffre. Dès cet instant, le dossier n'était plus une simple disparition. Il devenait un meurtre. L'autopsie a montré que la cause du décès était la strangulation et que la jeune fille avait subi un traumatisme crânien par objet contondant. Elle a été sévèrement battue avant de mourir. Il était évident pour tout le monde que Mike était celui qui l'avait amenée à cet endroit, puisqu'il conduisait la voiture de Diana. Il a été filmé par une caméra de surveillance au volant de la voiture de la jeune fille, et son téléphone a été repéré dans la région. Une vérification de ses appels a révélé que la seule et unique fois où il avait utilisé son téléphone portable pour communiquer dans la région, c'était pour appeler un taxi. Vers 8 heures du matin, il a commandé un taxi et a été pris sur un parking. Le chauffeur a été retrouvé et interrogé. Il s'est souvenu de Mike. Selon le témoignage du chauffeur de taxi, Mike portait un sweatshirt rouge à capuche. Il s'était assis à l'avant, sur le siège passager, et lui avait expliqué qu'il était venu avec un ami, mais qu'après une dispute, il avait décidé de repartir seul. 2 jours seulement après la découverte du corps de Diana, la police disposait déjà de suffisamment de preuves pour inculper Mike. Il était en détention et pourtant, face à tout cela, il continuait de nier. Lorsque les policiers ont commencé à analyser la personnalité du criminel, ils se sont rendus compte qu'il ne correspondait pas à la description d'un criminel typique. Il était éduqué, intelligent, avait un bon emploi dans une banque et occupait une place décente dans la communauté de la ville. De nombreuses personnes refusaient de croire qu'il était capable de commettre un meurtre. Il participait régulièrement à des événements caritatifs organisés dans la ville. Étonnamment, il était même militant d'une organisation de lutte contre les violences domestiques. Là, il s'était fait un nom. Ses amis et collègues disaient tous qu'il était l'une des personnes les plus honnêtes et les plus décentes qu'ils connaissaient. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles lui faisaient autant confiance qu'aux membres de leur propre famille. La direction de la banque où il travaillait le considérait comme l'un des meilleurs employés et l'un des membres les plus importants de l'équipe. De nombreuses lettres d'appréciation retrouvées au travail faisaient l'éloge de Mike et de son efficacité. Dès son arrivée à la banque, il avait su attirer des partenaires prestigieux. Grâce à lui, des contrats de plusieurs millions de dollars avaient été conclus. Naturellement,
Il était bien vu, respecté, presque intouchable au sein de l'organisation. Mais derrière cette façade exemplaire se cachait un habile manipulateur. Mike parvenait à tromper tout le monde, pas seulement ses collègues, mais aussi la direction de la banque. Même le service de sécurité, pourtant chargé de surveiller le passé des employés, ignorait totalement qu'il avait déjà été condamné pour harcèlement aggravé. Et plus les enquêteurs creusaient son passé, plus un brouillard épais se formait autour de lui. Mike semblait enveloppé de mystère. Les rumeurs circulaient, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Certains affirmaient qu'il avait été joueur de baseball, d'autres qu'il avait été adopté par une famille riche. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il avait grandi dans la famille de Ronald Reagan et qu'il possédait un appartement luxueux et une Porsche. Pourtant, la réalité était bien plus banale. Il conduisait la même Honda depuis 10 ans. Au fil de l'enquête, les policiers ont identifié plusieurs de ses anciennes petites amies. En les interrogeant, un schéma inquiétant a commencé à apparaître. Un schéma de comportement qui se répétait inlassablement. Tout d'abord, il se présentait sur le pas de la porte comme un prince sur son cheval blanc, faisant étalage de ses meilleures qualités humaines. Les filles étaient amoureuses de lui. Elles étaient heureuses d'avoir une relation avec un homme aussi prometteur. Mais peu à peu, Mike devenait terriblement possessif et jaloux. Il commençait à contrôler chaque pas de sa partenaire. Où elle allait, avec qui elle parlait, comment elle devait se comporter, tout devait passer par lui. Mike n'était pas seulement un habile manipulateur, mais une personne plutôt cruelle, ainsi qu'un menteur pathologique. La plupart des jeunes femmes ont eu la chance d'échapper à son emprise avant que la situation ne dégénère. Elles ont rompu sans subir de violence physique, contrairement à Diana. Mais toutes ont découvert une vérité dérangeante. Mike vivait dans le mensonge. À l'université déjà, il falsifiait son image. Il prétendait être pauvre, alors qu'en réalité, il était issu d'une famille riche et avait grandi comme un enfant gâté. Quand ses parents ont cessé de le soutenir financièrement, il a inventé une nouvelle histoire, encore plus sordide. Il disait à ses camarades de classe qu'il souffrait d'un cancer. Et tout le monde, pris de compassion, le plaignait. L'accusation a alors décidé si elle allait se battre pour la peine de mort ou si elle allait obtenir la prison à vie. Ils en ont discuté avec la mère de Diana. La première option était beaucoup plus difficile, car le désaccord d'un seul juré avec le verdict pouvait complètement saboter le procès. En outre, ces affaires peuvent durer des années. Mais la mère de Diana n'a pas hésité. Pour elle, l'homme qui avait tué sa fille devait mourir. Elle n'était pas prête à céder. Alors, le procureur a tranché. Il requérait la peine de mort. En novembre 2019, le procès s'est ouvert. L'accusation a décrit la relation entre Mike et Diana comme profondément toxique. 6 mois d'une tentative de domination brutale, marquée par un épisode extrême. L'agression où Diana avait elle-même photographié les marques de strangulation laissées sur son cou. Cette image a été brandie comme une preuve évidente de la violence de Mike. Personne ne savait exactement ce que Mike et Diana s'étaient dit la nuit de leur sortie au bar, mais une amie de Diana a témoigné. Ce soir-là, la jeune femme voulait mettre un terme définitif à leur relation. Elle ne voulait plus être sa compagne, seulement une amie. Et cette décision aurait suffi à déclencher la colère de Mike, une colère qui a scellé le destin de Diana. De nombreuses blessures et ecchymoses
ont été relevées sur le corps de Diana. Des traces qui ne laissaient aucun doute. Le tueur avait eu recours à une violence extrême. Selon l'accusation, Mike avait ramené Diana chez lui, avant de la frapper violemment. Puis, il avait compris. S'il la laissait partir, elle irait voir la police. Et cela réduirait à néant le monde parfait qu'il s'était construit, ce masque soigneusement façonné de mensonges et de respectabilité. Alors, il a pris sa décision. Diana devait mourir. Les experts ont trouvé des marques nettes, caractéristiques sur son cou, celles laissées par des mains. Il avait étranglé Diana. Ensuite, il avait placé son corps dans le coffre de sa voiture, conduit jusqu'en ville, puis quitté les lieux en taxi avant de se cacher dans un hôtel. Mais malgré ses précautions, il avait laissé derrière lui assez d'indices pour permettre aux enquêteurs de le retrouver et de boucler l'affaire. Le médecin légiste a reconnu qu'il n'avait pas pu établir avec précision l'heure de la mort. La chaleur avait accéléré la décomposition du corps, compliquant l'examen. Mais une découverte supplémentaire est venue accabler Mike. Lors d'une fouille plus minutieuse de sa propriété, des traces de sang, petites mais indiscutables, ont été retrouvées dans son garage, juste devant sa porte. Tout indiquait que c'était là qu'il avait chargé le corps de Diana dans le véhicule. La défense a tenté de faire vaciller l'accusation. Selon l'avocat, rien ne prouvait avec certitude ce qui s'était passé dans la maison. Il était donc déraisonnable, plaidait-il, de qualifier ce meurtre de prémédité. Pour lui, il fallait traiter le drame comme un accident. Il a également invoqué plusieurs arguments pour atténuer la peine. Le respect que Mike inspirait à ses voisins, ses amis, ses connaissances et sa réputation irréprochable au travail. Pendant 7 jours, les témoignages se sont succédé à la barre. Puis, le jury s'est retiré pour délibérer. 45 minutes seulement plus tard, le verdict tombait. Le jury déclarait à l'unanimité Mike Jones coupable de meurtre au 1er degré. Pourtant, un désaccord persistait au moment de statuer sur la condamnation. Lors de l'audience finale, la mère de Diana s'est tournée vers l'assassin de sa fille. En larmes, elle lui a demandé comment il avait pu tuer de ses propres mains la personne à qui il avait juré son amour. Mais même face à cette douleur, Mike est resté impassible. Tout au long du procès, il n'avait montré aucune émotion, aucun remords, pas même au moment où le tribunal s'apprêtait à prononcer la sentence. À la grande déception de l'accusation, la peine capitale a échappé à Mike Jones. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors, je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.